Le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudou Khadimir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudou Kha, nous avons besoin de votre soutien. Bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme tous les mercredis. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue à notre public et à nos invités. Maître Zobeda Assoud, bonsoir. Merci d'être venu. Lazali Lapter, écrivain, journaliste aussi. Bonsoir et merci d'être venu. Merci beaucoup. Et bonsoir à Tahar Khawes, vous êtes président, porte-parole du comité des détenus en Kabylie. Merci d'être venu. Alors c'est la tradition, on commence toujours par l'image qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Lazali Lapter. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? En fait, il y en a deux. Il y a une image et il y a une vidéo. Je commencerai par l'image parce qu'elle est très symbolique, même si la vidéo est importante. Je ne sais pas d'où elle est venue, hein. Je l'ai piquée sur Facebook, je l'ai partagée sur ma page. C'est une image après le match donc, qui a opposé l'Algérie au Maroc. Et on voit un groupe de jeunes filles, marocaines et algériennes, tenant d'un côté et de l'autre les drapeaux des deux pays. Donc j'ai partagé et la personne qui a balancé cette image a dit Al-Intisar al-Haqiqi, la vraie victoire. Et elle a fait, j'allais dire, le buzz, même si ce n'est pas des millions de gens qui l'ont vu. Donc j'ai trouvé, dans ces moments de tension et de problèmes qui se posent dans toute la région, que c'est une belle image de solidarité et d'unité des peuples. La vidéo, c'est celle évidemment de notre amie et camarade Msouda Chaballah, donc Madame Gharras, avec ce cri, ce coup de gueule, ce cri du cœur, où il a dénoncé à juste titre ce qui s'est passé par rapport au procès donc, qui était programmé de son mari et qui, encore une fois, reporté. Et je trouve qu'elle a tout à fait raison parce que c'est une injustice profonde et intolérable. Et nous parlerons évidemment de l'affaire Fathi Ras. Et comme vous avez dit, la vraie victoire reste en effet cette fraternité qui n'a pas de prix entre les peuples marocains et algériens. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Tahar Khawes? En fait, c'est une représentation d'une cellule de l'Habs al-Harrach. Je savais qu'il y a eu un transfert cette semaine d'un groupe de détenus de la prison de Kouléa vers celui de l'Harrach. Alors, déjà qu'à 17, 18 par salle, c'était déjà beaucoup. Et maintenant, ils sont plus de 50. Je me suis dit, bon, comment se fait-il qu'on admet possible ce genre de traitement inhumain et on fait abstraction du Covid, mais on oblige Gharras à passer donc en procès par Skype en vertu du fait qu'il faut le protéger de la pandémie, ou il faut protéger voilà, c'est un truc qui était venu comme ça dans ma tête cette semaine. Zobeda Assoud, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Alors moi, deux images. La première, je la partage avec M. Lazali Lapter, c'est le cri de colère de la femme de Fathi Ras devant le tribunal de Bab el-Oued. Et je voudrais corriger à ce titre-là, le tribunal avait ordonné justement d'extraire Fathi Ras pour un procès en présentiel. Mais c'est le parquet qui n'a pas exécuté les ordres du président. Donc c'est un cri de colère parce que Fathi Ras quand même est en prison depuis presque 6 mois maintenant, en détention provisoire. C'est anormal qu'un politique puisse encore rester en prison pour ses opinions politiques. La deuxième, c'est Ouargla. Hier, j'étais à Ouargla, la ville de Ouargla, la wilaya de Ouargla. Et vraiment, j'étais choquée par ce qu'on a appelé communément par les pouvoirs publics la nouvelle ville de Ouargla, qui, à mon sens, est vraiment à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler une image, disons, d'aménagement du territoire ou d'urbanisme, mais aussi une atteinte grave à l'environnement.
parce que tout le monde sait que le problème crucial de Ouargla, c'est la remontée des eaux salées. Et j'ai vu que l'ancienne ville, qui date de quand même plus d'un siècle, tient mieux que la nouvelle ville. Et dans cette ville-là, on a fait une infrastructure très importante qui est le tramway. Et figurez-vous, le tramway, il relie l'ancienne ville à la nouvelle, mais il ne les relie pas à l'aéroport. Quand je suis arrivée à l'aéroport de Ouargla, je pensais que j'étais dans un autre temps, un autre siècle, parce que cet aéroport de la ville, une des villes les plus riches du pays, donc le gaz, le pétrole, l'aérogare n'est pas vraiment à la hauteur de cette richesse de cette ville, mais aussi il ne donne pas l'image d'un pays qui est prospère et qui se développe. Donc vraiment, j'étais choquée par l'état de la ville de Ouargla. Je pense que ça pose la vraie problématique de la gouvernance dans notre pays et du manque de sérieux. Et c'est le cas de beaucoup de villes, surtout dans le désert, alors que la contradiction, c'est que c'est des villes très riches qui reposent sur du pétrole et sur du gaz, et la population, malheureusement, n'en profite pas du tout. On a tous constaté en visitant, évidemment, les villes du sud du pays. Vous avez parlé de Fethi Garras, est-ce qu'on peut dire que c'est le scandale de la semaine, l'affaire Fethi Garras? C'est le coordinateur du MDS, le Mouvement démocratique et social. C'est un chef de parti agréé aujourd'hui et qui se trouve en prison depuis 6 mois. Et son procès a encore été reporté une deuxième fois, il était prévu pour le 5 décembre, il a été reporté au 12, et le 12, il a encore été reporté au 26 décembre. Tout ça parce que Fethi Garras veut comparaître au tribunal et non par vidéoconférence. Est-ce que c'est le droit aujourd'hui du détenu, Maître Hassoul, de comparaître en présentiel, même s'il y a des contraintes sanitaires? Vous savez, le problème qui se pose dans notre pays, c'est qu'on ne respecte pas tellement les conditions d'un procès équitable. Ça dépend des juridictions. Et ce qui a choqué à la fois le collectif des avocats, mais la famille de Fethi Garras au premier chef, c'est que le président de tribunal, lors du procès de l'audience du 5 décembre, on avait le collectif des avocats et à la demande de Fethi Garras, on avait demandé que Fethi Garras puisse avoir un procès digne de ce nom, vu que c'est un homme politique, c'est un homme qui est en prison pour ses points de vue politiques. Et donc le président du tribunal a répondu favorablement. Il a reporté l'audience jusqu'au 12 en demandant au parquet justement d'extraire Fethi Garras et de le ramener pour un procès en présentiel. Malheureusement, le 12, tout le monde a été surpris et le président du tribunal lui-même le disait « Moi, j'ai ordonné, mais on n'a pas exécuté mes ordres ». Cela pose la vraie problématique du fonctionnement de la justice. La justice, normalement, elle est dite et rendue par les magistrats du siège et non pas par le parquet. Et quand un président de tribunal donne l'ordre d'extraire un détenu ou de transférer un détenu, le parquet doit s'exécuter. Il n'y a aucune raison. Mais le parquet peut-il refuser d'appliquer l'ordre du juge, comme ce fut le cas le 12 décembre? Légalement, non, bien sûr. Mais sur le plan de la pratique, on voit bien que ce sont des pratiques qui existent. Maintenant, quand le parquet vous dit voilà, c'est à cause de la pandémie, quand même, on n'est pas en période de confinement. Les mêmes juridictions qui font partie de la Cour d'Alger, notamment la Cour d'Alger, les autres tribunaux, tous les détenus, y compris de droit commun, font leur procès en présentiel. Donc, on n'a pas compris pourquoi le parquet, en tout cas, on devine pourquoi, mais juridiquement, on va dire, légalement, il n'y a pas une raison objective qui empêcherait Fethi Garras d'avoir droit à un procès en présentiel, mais cela pose la vraie problématique parce que, sachant que ce procès de Fethi Garras est beaucoup plus un procès politique qu'un procès judiciaire. Et son épouse l'a dit et redit, c'est un procès politique. Vous y étiez aussi, Tahar Khawass. Est-ce que ce n'était pas une manière de ne pas gâcher la fête du 12 décembre, deuxième anniversaire aussi de l'élection présidentielle? Ils avaient qu'à fixer une autre audience, c'est tout. À la limite, ça, c'est dans les codes du pouvoir. Le 12-12 représente quelque chose pour les gens du pouvoir. Bon, le juge, on aurait pu le téléphoner, lui dire, bon, ne choisis pas l'audience du 12. Mais ce qui est aussi
très important à relever dans cette affaire de mon ami Fethi Gharras, c'est le fait que, il me semble que le pouvoir s'est fait piéger par cette histoire de Skype. Vous voyez que c'est... entre guillemets, hein, c'est lui qui dit non, je refuse. Ils sont piégés. Ils sont piégés. Voilà. Et d'ailleurs, Fethi Gharras l'a bien dit par vidéoconférence, il a dit « Vous avez fait une campagne électorale, vous avez rempli les salles, donc c'est mon droit aussi d'être présent. » Quelle est votre lecture? On a compris que le cri de son épouse vous a beaucoup touché, Azhari Labter. Oui, absolument, parce que d'abord, je considère Messaouda et Fethi comme des camarades. Ils sont du MDS, je ne suis pas au MDS, je ne suis pas dans un parti politique, je ne suis dans aucune organisation ou association aujourd'hui. Mais pendant longtemps, j'ai milité dans cette mouvance et je considère que le MDS est le continuateur de toutes les luttes qui ont été menées par les forces démocratiques, par les forces de liberté, par les forces progressistes dans ce pays depuis toujours, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je rebondirai sur la dernière phrase de Mme Assour qui dit que c'est une affaire politique. Mais en fait, moi, ce qui me scandalise, c'est qu'au-delà du fait que cet événement soit un scandale, ce n'est qu'un événement, même s'il est très important et qu'il faut en parler et dénoncer. Le scandale, il réside dans le fait même de l'arrestation de Fethi Gharras. Il réside dans le fait qu'aujourd'hui, dans l'Algérie de 2021, on continue d'arrêter non seulement des gens pour simplement l'expression de leurs opinions, qu'ils soient journalistes, avocats ou d'autres, mais d'arrêter également des chefs de partis politiques, d'organisations politiques. Ça, c'est complètement inadmissible, c'est intolérable. Fethi Gharras est un homme politique. Son parti est agréé. Il a absolument tous les droits de s'exprimer tant qu'il ne dépasse pas les limites qu'on connaît tous liées au pays, à sa sauvegarde, à l'unité, etc., etc. Ce qu'il n'a jamais fait. Le fait de dénoncer un système arbitraire, injuste, qui jette par dizaines, depuis 2019, les gens en prison. Et si mes souvenirs sont bons, les derniers chiffres qui ont été donnés, c'est pratiquement 7000, c'est bien ça, 7000 personnes qui ont été poursuivies, dont 2500 qui sont sous contrôle judiciaire, si je ne me trompe pas, et 300 croupissent en prison. C'est bien ça les chiffres. Mais c'est effrayant. C'est absolument effrayant. Je n'ai, à moins de me tromper ou que ma mémoire me joue des tours, je crois qu'on n'a jamais connu ça depuis l'indépendance du pays. Et pourtant, il y a eu des périodes terribles de répression et d'arrestation, que ce soit sous Ben Bella, sous Boumediene, sous Chadli, sous Bouteflika ou sous d'autres présidents. Mais là, on a atteint le sommet, mais ce n'est pas tout à fait, c'est pas normal. Est-ce que vous considérez, maître, que les avocats n'ont pas été assez offensifs ce jour-là dans l'audience en acceptant ce report? C'est le reproche qui vous a été fait notamment par l'épouse de Fethi Gharras. Vous savez, le collectif des avocats essaye toujours de participer à ce que ce type de procès se passe dans le calme, dans la sérénité, dans le respect total des droits des prévenus, mais aussi de la loi. C'est ça notre rôle. On n'est pas fait, les avocats, pour créer des incidents. Ça, sur le principe. Maintenant, effectivement, quand vous assistez à un procès où le président de l'audience, lui, ordonne d'extraire un détenu et que le parquet n'exécute pas, on est vraiment dans une problématique beaucoup plus grave, car pour moi, c'est une véritable instrumentalisation de la justice par le parquet. Pourquoi le parquet? Parce que le parquet reçoit des instructions de la chancellerie, reçoit des instructions de ses supérieurs et hiérarchiques. Donc c'est ça le problème. Donc nous, évidemment, on aurait compris si le report a été d'une semaine, à la limite, mais garder encore Fethi Gharras pour 2 semaines et reporter son procès juste parce que le parquet n'a pas exécuté l'ordre du président de tribunal, c'est quand même une dérive judiciaire qui n'est pas acceptable. Et qu'est-ce qui empêche le 26 décembre, encore une fois, le parquet de refuser que Fethi Gharras ne soit présent à ce moment-là, à chaque temps et à chaque situation,
Bien évidemment, réaction. Je pense que le collectif des avocats, cette fois-ci, on ne va pas laisser passer des choses comme ça, de toute façon. On a tiré les enseignements de l'audience du 12, mais je pense que c'est quelque chose qui ne pourrait pas se reproduire. En tout cas, je l'espère. Rendez-vous est pris donc le 26 décembre. Tahar Khawass, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une volonté de faire taire même les partis politiques agréés qui continuent de parler, qui continuent de dénoncer la situation des droits de l'homme en Algérie? Absolument. Pas que les partis politiques, en fait, le pouvoir ne veut plus entendre parler du Hirak. Il ne veut plus parler du Hirak. Et il ne veut plus parler des partis qui se sont fondus, qui sont reconnus dans le Hirak. C'est ahurissant, mais le parti de Mme Mansour est sur le point, j'espère que je n'aurai pas raison, hein, d'être interdit, le PST aussi, le chef du MDS est en prison, le chef du RCD, c'est une espèce d'épée de Damoclès, on ramène une histoire un crime ou un décès qui a eu lieu dans son chantier. Enfin, c'est pas son chantier. Et l'association RAJ a été dissoute sur ordre du ministère de l'Intérieur. Les partis politiques, Lazaï Lapter, partis politiques, associations, personne n'y échappe. Vous considérez, journalistes aussi, ils sont nombreux aujourd'hui à être en prison, deux. Hassan Bourras et Mohamed Moulouch et beaucoup d'autres sous contrôle judiciaire et en attente de procès. Elle réside où la solution aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer un apaisement qui viendrait des autorités? Je l'espère et je le souhaite, parce que ce serait de la folie furieuse, ce serait de l'inconséquence sur le plan politique, ce serait de l'irresponsabilité. Dans le contexte actuel que nous vivons, c'est-à-dire un contexte qui est chargé de menaces à toutes nos frontières, et des menaces qui se précisent et deviennent de plus en plus graves, au lieu que le pouvoir tend la main, si je puis dire, ou lance des initiatives pour consolider le front intérieur, un front populaire puissant, pour que l'Algérie puisse continuer à être le pays qu'il est avec tous les problèmes que nous connaissons et éviter les visées qui vont vers ou qui tendent vers sa déstabilisation, sa destruction. Je ne comprends pas. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le pouvoir en place ne fait pas ça du tout. Ce qu'il fait, c'est de manière musclée, au lieu d'instaurer la démocratie revendiquée par les partis politiques de l'opposition, par les organisations, par le Hirak, sur la base de tous les mots d'ordre qui ont été lancés pendant 2 années dans la rue, au lieu d'instaurer la démocratie. Je le vois en train, jour après jour, de manière très musclée, de restaurer le système. Un système qui a fait son temps, un système qui n'est plus valable, et il le fait en menant une campagne, mais à coup de bulldozer, de normalisation de la société. On parlait des journalistes, oui, il y en a en prison. En prison, en dépit du fait que la presse a été normalisée. Aujourd'hui, et je le dis en tant que journaliste qui a pratiqué ce métier toute sa vie, je ne suis pas très fier de notre presse, notamment la presse écrite, parce qu'elle s'est mise quasiment aux ordres. Très peu, je ne citerai aucun titre, mais très peu de journaux, pour ne pas dire qu'il y en a aujourd'hui quasiment pas, qui font leur travail de journalistes et de journaux au service de la société. Je vois des journaux qui déroulent le tapis rouge devant le pouvoir, devant le gouvernement et ainsi de suite. Après avoir normalisé la presse, bien sûr, on s'est attaqué aux partis politiques, on s'est attaqué aux organisations de masse, aux associations, à coups de gens jetés dans les prisons et à coup, évidemment, pour les journaux de publicité gérés par la NEP et aussi par la peur, l'installation de la peur par rapport aux gens qui continuent de s'exprimer à travers les réseaux sociaux. Maître Assoul, il n'y a aucun canal de dialogue qui est ouvert aujourd'hui avec le pouvoir. Vous êtes chef de parti, vous avez quasiment participé à toutes les réunions de concertation de l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a aucune main tendue des deux côtés. Hélas, vous savez, le pouvoir continue à être dans une situation de voie de fait, d'imposer sa feuille de route, d'être dans le déni tout simplement. Il ne se passe rien, alors que de l'autre côté,
Il parle, il essaye de sensibiliser les citoyens, de constituer un front interne. Un front interne, comment pouvons-nous le constituer? On peut le constituer lorsqu'il y a une adhésion du peuple, lorsqu'il y a une consultation, une concertation élargie avec tous les intervenants, les partis politiques, la société civile, mais aussi les médias. Avez-vous vu, Khaled, aujourd'hui des débats sur les problématiques de l'Algérie, que ce soit les problématiques économiques, l'aménagement du territoire, l'emploi, l'école? On ne parle pas de ces sujets, c'est interdit, on ne parle pas. Il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas de débat tout court, y compris dans la presse. Le Zahari Labter vient de le signaler. La presse aujourd'hui, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, aujourd'hui ne traite plus les sujets qui intéressent la société. Elle s'intéresse au discours du pouvoir. Elle est beaucoup plus dans la propagande du système que dans le service public qui doit être au service de tous les citoyens, de tous les bords. Donc ce n'est pas nous, l'opposition, qui avons rejeté la main tendue ou le dialogue, nous l'avons appelé depuis le début. Depuis le début de février 2019, nous n'avons pas cessé de dire que le problème en Algérie est un problème de défiance, de confiance entre les citoyens en ce système, en les institutions en place, et que pour régler ce problème de défiance, tout passe par le dialogue. Les problématiques sont connues, ce n'est pas tant changer que les hommes et les femmes qui sont au pouvoir, mais c'est surtout de changer les règles de fonctionnement, les règles de gouvernance dans notre pays. Or, le système ne veut rien changer. Aujourd'hui, on est même revenu à d'anciennes pratiques, naguère, que l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal passait dans les différentes wilayas, qu'il distribuait les milliards, qu'aujourd'hui, j'ai parlé de Ouargla, comme je peux parler de Khenchla, comme je peux parler de Sogaraz, de Guelma et d'autres régions du pays. Aujourd'hui, où sont parties toutes ces sommes-là? Est-ce qu'on les trouve sur le plan du développement local? Est-ce qu'on le trouve sur les conditions de vie des Algériens? Eh bien, malheureusement, on ne les trouve pas. Donc, du coup, c'est le pouvoir qui maintient justement cette politique de déni, qui refuse que le règlement de ce problème est un règlement d'abord politique, et la politique passe par le dialogue. À propos de milliards, je vais ouvrir une petite parenthèse pour avoir votre avis sur la question. Cette semaine a été soulevée la question de la négociation avec les hommes d'affaires qui sont en prison en échange de leur libération, qu'ils rendent l'argent. Est-ce que ça a été totalement rejeté apparemment par les autorités? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne solution ou est-ce que c'est une mauvaise solution? De la diversion. Pour moi, ça relève de la diversion. Ces gens-là qui sont en prison, ce qui pose problème, c'est qu'ils sont mis en prison par leurs semblables. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas tellement de différence entre ceux qui sont à la commande aujourd'hui, en 2021, et Yahya, et Sellal, etc. Voilà, la question, c'est celle-là. Ces gens-là doivent être jugés par une justice de transition dans un autre contexte politique et institutionnel. Votre argent contre votre libération ou contre des peines allégées? Non, mais moi je trouve que c'est une énorme plaisanterie. Anecdote pour anecdote, je voudrais juste rappeler, parce qu'on a parfois la mémoire oublieuse dans ce pays, que M. Ouyahia, au-delà de l'homme, hein, je parle de l'homme politique, il a dirigé ce pays pendant très très longtemps. M. Ouyahia déclarait, et ça n'a pas été démenti, qu'il a reçu des lingots d'or, non? Et qu'il a vendu au marché noir. Qu'est-ce qu'il y a à négocier avec des gens qui étaient au pouvoir pendant de longues années, aux postes les plus sensibles et les plus importants, qui avouent qu'ils ont reçu des lingots d'or des Émirats arabes unis, je crois que c'est bien ça si je ne me trompe pas, et qu'il les a mis en vente au marché noir? Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Il n'y a rien à négocier. Malheureusement, la presse dont on parlait ne parle jamais de ce genre d'affaires, ne les évoque pas. Il n'y a pas très très longtemps, pour terminer sur ça et continuer sur cette lancée de la presse, c'est terrible parce que il y a quelques temps, j'entendais au journal de 20h le président de la République, le chef de l'État, dire, je ne sais plus à quelle occasion,
qu'en Algérie, il n'y a pas de problème. Les gens sont libres d'exprimer leurs opinions. La liberté d'expression est autorisée. J'avais envie de lui dire, je ne l'ai pas dit sur ma page Facebook, je le lui dis aujourd'hui, Monsieur le Président, Monsieur le chef d'État, je vous croirai le jour où vous ouvrirez les médias lourds, c'est-à-dire les télévisions algériennes, à l'expression différente de la vôtre. Laissez-moi venir à la télé, ramener des personnes, laissez Madame Zoubida Assoul, laissez tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, venir sur les plateaux de ces télévisions qui sont leurs télévisions, payées avec leur argent, c'est-à-dire l'argent du contribuable, venir exprimer un point de vue contraire. Là, je croirais à votre sincérité. Ce n'est pas le cas pour le moment. Maître Assoul, rapidement. Je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Mme Assoul. On nous dit, ce qui est vrai, on nous dit que l'Algérie est menacée de l'extérieur. Il est établi que l'Algérie est menacée. C'est établi. Mais au lieu justement d'ouvrir, de construire ce front intérieur avec la société, avec les forces vives de la nation, qu'est-ce que fait le pouvoir? Il correctionnalise toute l'Algérie et il criminalise la Kabylie. D'ailleurs, il y a eu des appels. Il y a eu des appels pour renforcer le front intérieur contre ces menaces en libérant tout le monde, notamment. On ferme la parenthèse avec vous. Vous êtes d'accord avec cette option de les libérer contre leur argent? Vous savez, depuis le départ, Khaled, quand il y a eu la première vague d'arrestations et de poursuites pénales contre des responsables politiques, qu'ils soient les premiers ministres, les membres du gouvernement ou même des cadres dirigeants, on avait déjà à l'époque dit que c'était vraiment de la poudre aux yeux, c'était vraiment une manœuvre, que c'était de la diversion pour essayer un peu d'amadouiller le Hirak et de l'orienter vers une orientation donnée. On le savait depuis le départ parce qu'on connaît un peu le réflexe du pouvoir en place. L'essentiel, c'est qu'il sauve le système et qu'il le maintienne. Bon, aujourd'hui, moi personnellement, depuis le départ, je me suis exprimée sur ce type de procès. D'abord, quand vous avez des responsables politiques, il y a la Constitution qui parle et qui dit clairement qu'il va falloir mettre en place une haute cour de l'État qui, elle, se chargerait justement de juger le président de la République, les premiers ministres, quand il y a haute trahison à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. D'abord, cette haute cour, depuis l'amendement de 1996, n'a jamais vu le jour, y compris à ce jour. L'actuel chef de l'État, qui parle d'un État de droit, il a mis en place la Cour constitutionnelle et il s'est vraiment précipité pour organiser des élections à huis clos, j'allais dire, parce que c'est toujours à huis clos entre les mêmes. Mais par contre, au lieu de mettre des juridictions, justement, qui mettraient le président de la République comme n'importe quel citoyen, redevable devant le peuple, mais qui doit répondre de ses actes politiques et de ses choix économiques et sociaux pour le pays, ça n'a pas été fait. Même si moi, personnellement, en tant que praticienne du droit et en tant que politique, je suis contre le privilège de juridiction. Je suis contre qu'on puisse créer une cour pour le président de la République ou pour un Premier ministre. Je suis pour que les responsables politiques, quel que soit leur niveau, doivent tous être des justiciables comme l'ensemble des justiciables algériens, comme l'ensemble des citoyens, lorsqu'ils enfreignent la loi, qu'ils répondent devant les juridictions civiles. Donc, pour moi, aujourd'hui, on savait depuis le départ que c'était de la diversion. Ces procès, c'était vraiment une manœuvre de la part du pouvoir pour faire diversion et pour ne pas parler du vrai problème politique de ce système et d'aller vers un changement et un renouvellement du système. Aujourd'hui, on nous parle, on a fait des procès qui ont coûté très cher au Trésor public, parce qu'attention, quand vous avez des détenus de ce genre-là, quand vous avez des procès de ce genre-là, vous imaginez combien ça coûte au Trésor public? J'aimerais bien qu'un jour, on ouvre justement ce dossier pour dire des procès de ce type-là, combien ils coûtent au Trésor public, combien ils coûtent aux contribuables algériens qui pourraient avoir besoin de cet argent pour améliorer l'école, pour améliorer le système de santé, pour améliorer l'état des routes, pour construire des infrastructures, mais surtout
pour aller créer des entreprises et de l'emploi pour notre jeunesse. Aujourd'hui, tous les pays au monde, Khaled, sont en train de fermer des prisons, d'adopter une politique pénale de prévention, mais aussi de réinsertion et de construire des entreprises et des emplois. Nous, il y a un projet de construction de 80 prisons encore. C'est là le choix, c'est là l'orientation politique de ce système, c'est la répression, rien que la répression. Donc pour moi, je suis tout à fait hostile à ce type de manœuvre. Ça continue dans la même visée et la même manœuvre du pouvoir. Au départ, pourquoi ces gens-là les traduire devant la justice en sachant que la justice n'étant pas indépendante, que la justice n'avait pas les moyens de faire ce type de projet dans une situation qui est la nôtre, encore aujourd'hui, avec une pandémie, avec un pouvoir d'achat des citoyens qui régresse de jour en jour, avec une valeur du dinar qui s'est effondrée, on vient aujourd'hui nous parler d'essayer disons, de donner une chance à ces gens-là et de réduire leur peine et de dire, ça y est, ce dossier, on va le clore. Donc, c'est des règlements de compte entre les mêmes clans qui ont emmené le pays à cette situation. Votre confrère Moukhana El Arbi, l'avocat, a fait un texte il y a 2 jours pour parler de ces 5 personnes arrêtées, notamment en Kabylie. Cela nous emmène sur le terrain, évidemment, des détenus d'opinion, et nous en parlerons tous, même si nous avons déjà parlé de Fathi Khawass. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ces arrestations, Tahar Khawass? Pour la question des détenus de Kabylie, notamment, j'aimerais me mettre à sous les constitués. Donc, je la remercie. Je tiens à saluer le fait qu'elle n'a pas hésité, dès que nous l'avons sollicité, pour se constituer dans ce dossier. Donc, le minimum que je lui dois, c'est qu'elle présente déjà, qu'elle fasse son point. Elle est aussi au fait du dossier, et je reprendrai. Oui, Mme Hassoul, vous voulez parler de ce point-là? Oui, vous savez, j'ai été constituée dans un des dossiers. Les dossiers sont multiples Beaucoup de dossiers. Et pluriels, exactement. Et les arrestations sont des arrestations maintenant massives, malheureusement, dans plusieurs régions du pays, particulièrement en Kabylie. Et la question qui se pose, que fait ce système? En fait, on veut quoi à travers ces arrestations? À travers la multiplication de ce type de procès. Nous avons des gens qui étaient des cadres au niveau de la wilaya, qui étaient de bons citoyens, qui essayaient et qui ont le droit de toutes les manières de s'exprimer sur comment ils veulent voir leur pays être gouverné, comment ils conçoivent la gouvernance locale dans leur pays. On ne peut pas, par une proposition politique, mettre les gens en prison juste parce qu'ils ont une autre vision de gouverner le pays. Mais aujourd'hui, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, même le système reconnaît que le mode de gouvernance qui a été adopté dans notre pays, c'est-à-dire l'hypercentralisation de la décision par Alger, la gouvernance par la décision unilatérale centrale, l'exclusion de la société civile, l'exclusion des forces vives du pays, l'exclusion même de la compétence nationale, qu'elle soit en Algérie ou à l'étranger, dans les problématiques que connaît le pays d'ordre économique, d'ordre politique et d'ordre social, dans tous les domaines de la vie du citoyen. Aujourd'hui, on ne sait pas ce pouvoir, qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il veut vraiment l'implosion de ce pays ou quoi? Parce que si on cherche la solution, on doit écouter tout le monde, on doit débattre avec tout le monde, même si on n'est pas d'accord, on peut faire des concessions les uns et les autres, mais aller par la répression et uniquement la solution de la répression, pour moi, ce n'est pas un signe de force du système, c'est bien au contraire, c'est un signe de faiblesse et c'est même un signe qui sont aux aguets. Vous êtes d'accord, Tahar Khawass, comment est la situation sur place? La situation est que... Avec ces 5 nouvelles, avec ces 5 nouvelles interpellations. Pour ces 5 détenus, d'abord, ce qui est inquiétant, ce qui pose problème, c'est que pour la plupart, ça fait 6 mois, aucun acte de procédure. Alors, d'un côté, on nous dit, bon, il y a un dossier, on a des preuves, etc. Mais alors, à ce moment-là, puisque vous avez des preuves, pourquoi vous ne passez pas à l'instruction? Même pas une instruction au fond. Il n'y a que les audiences, de demande de libération provisoire comme acte de procédure depuis le mois de juin pratiquement.
C'est 6 mois. C'est 6 mois. Je rappelle que c'est une détention préventive. C'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, ils peuvent être innocentés, entre guillemets, si on reste sur le terrain du droit. Absolument. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu... Il y a aussi les détenus qui sont accolés à... Il y a il est malade, il a plus de 70 ans. Et qui fait d'être irhabi. Et ça, c'est la Kabylie de l'intérieur des prisons. Et vous avez la Kabylie de l'extérieur, elle est soumise. Il se passe comme si la pandémie n'a pas suffi. Je ne dis pas que c'est le pouvoir qui nous a ramené la pandémie, mais je dirais que les pouvoirs publics ont abandonné les populations face à la pandémie. Notamment, au Kabylie, si ce n'était pas le mouvement, l'action de solidarité citoyenne de partout, pas seulement que de Kabylie, le pire, les dégâts auraient été pires. Alors, il y a la pandémie, ensuite l'incendie, les incendies. Comme si ça ne suffit pas pour la Kabylie. Et on ajoute un climat de terreur ces dernières semaines. Alors, les arrestations, comment elles se font? Il y a comme ça une espèce de représentation d'une réalité, et on dit, allez, c'est cette réalité qui est là-bas. Les deux qu'on a arrêtés à Thaïlahman, un village de Tizi Ouzou, de la commune de Tizi Ouzou, c'est pas possible, je les connais. Hussein Moula, Oustad Tahtamazir, et journaliste. La dépêche, c'est lui, l'animateur principal de la page centrale de Tamazir de la dépêche de Kabylie. Je vais vous faire un scoop. L'actuel Wali Tizi Ouzou, il était chef de daïra avant de revenir comme Wali. Et quand il est venu, il a demandé à Ta'allam al-Amazighiya. Je connais l'oustad Taou. Hussein. Et on dit aujourd'hui c'est un terroriste. Alors, il n'y a pas que ces individus, parce qu'à la limite, on lui envoie une convocation, il va se présenter. Là, quel médecin? Et il prévoit le mandat d'amener le plus normalement du monde. Et le mandat d'amener, comment qu'il doit? Le mandat de perquisition. Mais pourquoi avec la brutalité langagière, physique dans la population, la famille? L'épouse d'un détenu a eu une fausse couche. Mais c'est quoi cela? Alors, on va arrêter 4 personnes, on encercle le village. C'est-à-dire, il me semble qu'on est en train de préparer un peu une histoire, une douhiya jdida, pour dire, الشرع هذه قرية إرهابية كما قالت التلفزيون الوطني تاع الحكم. نعم. التلفزيون العمومي. Oui, mais bon, malheureusement, ce n'est pas Oumoumi. C'est la télévision. Le Oumoumi est exclu de cette télévision. Et si vous permettez que je termine. Mais qu'est-ce qu'il a dit, télévision Oumoumi? Il a dit quoi? C'était un lapsus de l'animal. Non, mais attendez. Mais le mal est fait. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Quand on s'excuse après une insulte, le mal est fait. C'est par définition. En tous les cas, dans la conscience populaire de nos populations, le mal est fait. Je vais vous dire pourquoi il est fait. Peut-être la délictualisation du drapeau amazigh. Un rassemblement dont la sécurité a été assurée par un corps constitué à la gendarmerie nationale à Mostaganem sous la devise de Zéro Kabyle. Un sénateur du haut de la deuxième institution de l'État, il tient des propos racistes en direction de la Kabylie. Il n'a jamais été inquiété. Une autre dame, elle sévit sur la toile contre la Kabylie. Donc, si vous voulez, elle a été entendue par la justice. Oui, mais écoutez, c'est le parquet qui doit s'autosaisir. Ce n'est pas. Donc voilà un peu le climat de terreur. Et il doit cesser. Nasser Lapter, Amnesty International, vous voulez d'abord réagir avant de dire un mot? Oui, juste d'un mot. Je voulais juste dire à notre camarade que face à ça, face à cet arbitraire que vous décrivez, face à ces violences multiples, à ma connaissance, personnellement, je n'ai jamais vu un mouvement de solidarité nationale vis-à-vis de la Kabylie aussi extraordinaire
que pendant les moments où il y a eu les incendies, l'assassinat du jeune Jamal et également la pandémie. La présence de Jamal Allah yarhamou, à Front National en est une preuve vivante Tout à fait. de ce mouvement de solidarité de toutes les régions. Où les dons sous différentes formes ont afflué de tout le pays, et aussi l'expression citoyenne à travers les réseaux sociaux pour dire notre Kabylie. Moi, j'ai été de ceux qui ont écrit Kabylie mon amour, Kabylie l'Algérienne, et j'ai fait un long texte pour dire voilà, la Kabylie, on est fiers de cette région qui est un bastion des luttes démocratiques depuis toujours. Et qui était peut-être vilipendée, un peu marginalisée, mais que le Hirak, dans son élan extraordinaire, a brisé complètement cette image. Et les gens se sont retrouvés ensemble. Et peut-être c'est ça qui a fait le plus peur au pouvoir qu'autre chose. L'Amnesty International a demandé officiellement aux autorités algériennes de cesser toutes ces accusations de terrorisme contre des gens qui veulent juste être emprisonnés par les autorités. Parce qu'on le constate aujourd'hui, il y a beaucoup trop de facilité à accuser les gens d'être membres du MAC ou de l'Achad, alors qu'ils n'ont rien à voir, souvent, avec l'un et l'autre. Parce que l'article 87 bis, c'est pend comme une épée de Damoclès sur nos têtes à tous. Ce n'est pas que le MAC ou Rachad, au-delà de ce qu'on peut penser de Rachad et du MAC, mais il est là et il terrorise tout le monde, parce qu'il suffit de dire quelques mots qui paraissent au pouvoir comme étant une atteinte à l'intégrité du territoire ou à la sûreté nationale pour qu'on dise que tel ou tel est terroriste. C'est ça qui est terrible. Le fond du problème, c'est cet article. Ce n'est pas normal que on ait dans notre loi, dans notre code, un article pareil. Après, je pense que cette histoire a été utilisée à un moment donné et pour des raisons politiciennes. Et depuis, bon, je pense, s'étant aperçu de sa lourdeur, on a essayé de l'évacuer un petit peu. Mais comme disait le camarade, le mal est fait. Il est là, cet article qui pèse sur nos têtes. Ce qu'il faut revendiquer, c'est peut-être de l'abroger. C'est ça, ce qu'on dit, d'abroger cet article, parce que ce n'est pas normal que pour n'importe quelle raison, on soit accusé de terroriste. On est loin de l'abrogation. On est très loin. D'abord, Khaled, si tu permets, c'est-à-dire que le système a commencé par cette escalade de répression à partir du moment où il a décidé de mettre en place des lois liberticides. Ces lois-là ont commencé depuis le mois d'avril 2021. D'accord ? Le mois d'avril 2021, rappelez-vous, on n'avait plus d'assemblée. Il n'y avait pas, l'APN était dissoute et donc on n'avait pas. Donc le chef de l'État a commencé par légiférer par ordonnance. Et donc ces textes de loi sont venus d'abord sans débat contradictoire, sans débat tout court, mais sans débat contradictoire. Mais aussi aujourd'hui, ce qui est gravissime, même pendant la période du terrorisme, les années 90, on n'a jamais fait des textes de ce genre-là. Parce que quand on parle de terrorisme, quand on fait des textes élastiques comme ça, aujourd'hui le 87 bis, il ne parle pas que des actions terroristes, puisque les actions terroristes sont bien codifiées dans le code pénal, sont bien codifiées dans toutes leurs formes. Par contre, aujourd'hui, avec cet article 87 bis, aujourd'hui, il est dit dans cet article que toute personne qui voudrait changer le système en dehors de la Constitution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez dire « nous sommes pour une période de transition », vous êtes considéré comme tel, comme terroriste, parce que vous voulez changer le système politique en dehors de la Constitution, et on peut vous poursuivre avec ce chef d'inculpation de l'article 87 bis. Donc ce n'est plus dans des configurations, à la limite, on va dire, qui peuvent se discuter concernant le MAC. On sait très bien que le MAC ne représente vraiment rien en Kabylie, presque rien, on va dire comme ça, encore moins en Algérie, dans toute l'Algérie. Rachad aussi, c'est une organisation, mais on ne va pas lui donner vraiment un volume qui n'est pas le sien. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète très sérieusement, c'est qu'aujourd'hui, le pays est en danger si on continue avec cette politique de fuite en avant, si on continue avec des lois liberticides, si on continue par l'instrumentalisation des services de sécurité et de la justice pour faire taire et mettre en prison toutes les voix discordantes, toute l'opposition, que ce soit à travers les dissolutions des partis politiques, des associations,
mais aussi à travers carrément le verrouillage des médias, des différents médias. Pas de discussion, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Les journalistes nous le disent. Chez les journalistes, dans les chaînes privées, dans les journaux privés, ils ont des instructions de ne pas inviter certaines personnes, de ne pas traiter tel ou tel sujet. Et ils acceptent ces conditions. Malheureusement. Ils acceptent. On peut en discuter, ça c'est un autre sujet. Si on doit parler, quelles sont les conditions, pourquoi sommes-nous arrivés. Mais ce qui est gravissime, Khaled, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie avait acquis quand même pas mal d'espace démocratique et quand même de liberté, on va dire des libertés fondamentales. Aujourd'hui, ces acquis des libertés, nous sommes en train de les perdre. Et aujourd'hui, perdre ces espaces et ces libertés fondamentales qui sont la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, la liberté de circuler librement dans son pays et de se rencontrer avec ses concitoyens. Aujourd'hui, ça agit sur l'image de l'Algérie, sur le classement de l'Algérie. Et vous avez bien vu le dernier classement de l'Algérie sur les libertés, et notamment les libertés fondamentales. Absolument. C'est-à-dire, et là, aujourd'hui, ça veut dire que ça met le pays en dehors du globe mondial, alors que l'Algérie est vraiment liée par les conventions, les pactes internationaux. Et c'est considéré dans notre Constitution, ces lois internationales, ces conventions internationales sont supérieures au droit national. Et le droit national doit impérativement se conformer au droit international. Donc ça nous met vraiment dans une situation très critique. On est pointé du doigt par les instances onusiennes, par les ONG onusiennes, et ce n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. On termine rapidement par la visite de Hadmajid Tebboune en Tunisie. C'est sa première visite d'État, ça veut dire avec cet ordre protocolaire depuis son arrivée au pouvoir il y a 2 ans. Une visite annoncée il y a plusieurs mois déjà, même avant les élections. Elle a eu lieu aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que la visite du président de la République à Tunis est une manière de cautionner notamment la dernière décision annoncé par le président tunisien d'organiser des élections anticipées dans 1 an. Vazaï Labter. Je vais peut-être aussi répondre en disant que je trouve cette visite très très importante dans le contexte actuel que j'ai esquissé tout à l'heure, mais qu'on pourrait préciser en disant que jamais l'Algérie, notre pays, n'a été confrontée à des menaces aussi sérieuses que ces dernières semaines, ces derniers mois. Notamment vous parlez notamment de la normalisation entre le Maroc et Israël. Tout à fait. Déjà ce qui se passe à nos frontières sud, et tous les problèmes qui se posent au niveau de l'espace du Sahel, sahélo-saharien, et essentiellement la présence d'Israël avant l'affaire du Pegasus. Donc aujourd'hui, à nos frontières, au-dessus de nos têtes, j'imagine qu'à tout moment nous sommes sous contrôle, espionnés, et ainsi de suite. Donc il y a un véritable danger, d'autant plus que l'Algérie reste l'un des derniers pays, à ma connaissance, à soumettre par rapport à l'expansionnisme israélien et soutenu par l'impérialisme américain, français et d'autres, à soumettre parce qu'il n'y a plus de résistance. Il fut un temps où il y a eu un front de la résistance et du refus face à ce qu'on appelait à l'époque la politique de l'infitah, mais aujourd'hui, il n'existe plus. La majorité des pays dits arabes se sont couchés devant Israël, c'est exactement le terme dans le cadre des accords d'Abraham. L'Arabie saoudite est avec Israël, les Émirats arabes unis sont avec Israël, le Qatar avec Israël, Bahreïn est avec Israël, la Turquie joue avec Israël, même si sa politique n'est pas très claire, mais en fait elle est très claire. La Turquie a déjà des relations diplomatiques depuis des années. L'Égypte depuis longtemps, et maintenant c'est le Maroc qui a rejoint. Que reste-t-il? Pas grand-chose. Que reste-t-il? La Syrie, mais la Syrie est détruite depuis longtemps. L'Irak, même chose. La Libye, même chose. Donc il ne reste pratiquement aucun pays qui fait face à ces menaces des sionistes, je précise bien des sionistes. Il reste l'Algérie qui n'a jamais voulu abdiquer sur cette question de principe concernant la politique étrangère, c'est-à-dire l'autodétermination des peuples, celui palestinien et celui des Sahraouis. Et ça, je pense qu'on veut le lui faire payer. La visite du chef de l'État, pour consolider sur un plan stratégique
les relations avec la Tunisie, qui, elle, n'est pas encore tombée dans ce jeu-là d'alliance avec Israël, j'espère que ça n'arrivera pas, pour moi, est très, très importante. Elle est très, très importante, mais elle ne suffit pas. Il faudrait qu'à côté de cela, on en a parlé tout à l'heure, on peut aller plus loin, il faut absolument qu'à l'intérieur du pays se constitue un front populaire puissant et large, démocratique, mais sur la base des revendications qui ont été faites depuis maintenant, depuis toujours et depuis 2 ans en particulier, c'est-à-dire la liberté, la démocratie, une justice, une vraie justice, ouverture des médias, et ainsi de suite. Ça, je ne le vois pas. Ce que je vois, c'est que le pouvoir préfère adopter toujours des solutions de type militaire et sécuritaire. Mais avec ça, on n'ira pas loin, parce que si demain il y a une guerre, si derrière l'ANP, il n'y a pas la mobilisation populaire, ça risque de nous poser de sacrés problèmes. Moi, j'aurais voulu que la visite du chef de l'État en Tunisie s'inscrit dans ce genre de préoccupation. Mais je ne le pense pas. Je dirais qu'au moins que cette visite lui donne un peu à réfléchir, qu'il s'inspire un peu de l'expérience démocratique de Tunisie, et comme ça, quand il va revenir, bon, il va... Elle est menacée elle-même par... Sauf qu'on reproche à l'actuel président tunisien de prendre beaucoup de liberté avec les principes démocratiques depuis quelques temps. Attendez, oui, mais il se trouve que nous sommes c'est de l'incomparable. C'est de l'incomparable. L'État tunisien, le chef de l'État tunisien ne dit pas que tel citoyen, une partie de la Tunisie est terroriste. Je suis désolé. Il se peut, on va dire c'est un peu d'autoritarisme, mais c'est dans un cadre général démocratique. L'État tunisien se démocratise de plus en plus pendant que le nôtre se dictatorise de plus en plus, si j'ose inventer ce mot. Maître Assoul, la question c'est est-ce que cette visite est une manière de cautionner la décision d'organiser des élections anticipées le 17 décembre 2022 ? Ça pourrait être une lecture, mais enfin, en politique, il n'y a pas de hasard. Sauf que je pense que les Algériens et les Algériennes qui, aujourd'hui, malgré eux, il y a un chef d'État, il est là, il a terminé ses 2 années, il entame sa 3e année, on ne l'a pas vu visiter aucune wilaya dans le pays, bien que le pays ait connu quand même... beaucoup de situations graves qui nécessitaient la présence d'un chef d'État. Pour ne pas rappeler les incendies de la Kabylie, l'assassinat de Ben Ismaël Jamal, la situation économique et tout ça. Donc le peuple aurait aimé voir ce chef d'État être au contact de ses concitoyens et d'écouter un peu leurs préoccupations. Maintenant, moi, personnellement, l'espace maghrébin, pour moi, c'est indispensable. On doit le construire. Jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas eu des dirigeants politiques qui étaient suffisamment conscients de l'enjeu d'être en force et de regrouper et de mutualiser nos capacités et nos moyens dans notre espace naturel qui est l'espace maghrébin. Aujourd'hui, Khaled, le monde a changé. Le monde ne se construit plus comme le XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Le monde a changé. L'Algérie ne veut pas changer. C'est ça le drame. Le monde a changé comment ? Aujourd'hui, la politique, la géopolitique, la géostratégie se fait avec des alliances, sur la base des intérêts, gagnant-gagnant. Or, nous, on n'a pas su, en tout cas les pouvoirs successifs dans notre pays, n'ont pas su constituer justement ces alliances dans l'intérêt de l'Algérie et des Algériens et de notre espace maghrébin et africain. Aujourd'hui, nous le payons, sauf que la guerre, les Zahari Labter parlait de la guerre, moi je pense qu'on fait fausse route si on croit qu'on est toujours, aujourd'hui en 2022, on pourrait assister à des guerres classiques.
Aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre du savoir, c'est la guerre des nouvelles technologies, c'est la guerre de la force économique, c'est la guerre des droits de l'homme, c'est la guerre de l'innovation. Ce n'est plus la guerre classique, naguère. Malheureusement, si on n'a pas compris cela, c'est que vraiment, on est en dehors du globe. Merci. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Algérie puisse se renouveler en fonction du nouvel ordre mondial qui est aujourd'hui, qui s'impose à nous. On n'a pas trop le choix. Merci. Donc il faut qu'on s'adapte à cela. Merci Maître Assoul d'être venu à ce café presse politique. Merci Tahar Khawass. Merci Lazari Lapter. J'espère que vous reviendrez bientôt. Merci à vous pour votre fidélité. Comme à la fin de chaque émission, une pensée pour tous les détenus d'opinion sans exception dans les 4 coins du pays, en particulier aux 2 journalistes emprisonnés aujourd'hui, Mohamed Mouloudj et Hassan Bourras. Et comme à chaque fin d'émission, notre entière solidarité avec les 2 journalistes marocains toujours en détention, Omar Radi et Slimane Raïsouine. D'ailleurs, le prochain prix Ali Bey Boudoura sera dédié aux journalistes marocains, Omar Radi. Merci à votre fidélité et à mercredi prochain. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudoura du meilleur article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudoura, nous avons besoin de votre soutien.